Bonjour à tous et bienvenue dans Paraculte, c'est le podcast de pop culture, on vous parle de trucs qui nous ont plu et puis c'est tout, voilà, une ligne éditoriale très simple. Et on va faire une nouvelle émission littéraire cette fois. Alors je sais pas si vous avez entendu les guillemets, parce qu'en fait on va parler d'œuvres narratives littéraires, incontestablement, mais aussi interactives, mais plus ou moins interactives, hein. C'est parce que le spectre finalement est assez large, hein, sur papier ou sur ordinateur, hein, avec ou sans images, avec ou sans doublage, avec ou sans statistiques, avec ou sans fiches de perso. Il y a une granularité très fine, hein, désormais dans les œuvres narratives, hein, du roman dont vous êtes le héros ou pas d'ailleurs, au visual novel, en passant par les mangas, les light novels, et même finalement jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les walking simulators, quoi, comme Gnome, hein, qui est un des plus célèbres. Donc voilà, il y a une variété inédite de moyens de raconter des histoires, hein, une liberté de création tout aussi inédite, et pour en parler avec moi aujourd'hui, quel meilleur acolyte que toi, hein, Xavier, un expert accompli en matière de pop culture et qui anime le podcast dont vous êtes le héros, la référence francophone sur le livre-jeu, hein, je peux dire comme ça, je pense. Ouais, c'est parfait. Salut les éditeurs, salut tout le monde. Merci beaucoup Guillaume pour cette invitation, ça fait vraiment plaisir, hein. Mais c'est moi, et je suis très content de t'accueillir ici à Paraculte, hein, je vais être transparent. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai fait qu'un livre dont vous êtes le héros, c'était Le Manoir de l'Enfer. Ah, Et ça date un petit peu. Ah, tu le connais, bah, j'en étais sûr, ouais, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Tu sais, tristement, quand je discute avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des livres dont vous êtes le héros, j'ai toujours l'habitude d'entendre j'en ai fait qu'un seul et insère le plus mauvais numéro ici dans la phrase. Et je lui dis ah merde, ça m'étonne pas que t'aies pas envie de continuer forcément. Mais là, t'as eu un bon choix au moins. Oh, mais oui, j'en ai un bon souvenir, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion de continuer, je n'ai pas eu... En fait, j'étais jeune, hein, et bon, je n'ai pas eu par la suite. Et donc, oui, bah, tu sais, c'est le genre de truc qu'on lâche comme ça, et puis auquel on revient pas, peut-être à tort, parce que finalement, ça a l'air plutôt sympa, et puis vous parlez de livres, enfin, dans votre podcast, vous parlez vraiment de toute une variété de genres en plus, donc j'aurais pas forcément envie de refaire un truc comme Le Manoir de l'Enfer, mais pourquoi pas un truc un peu plus science-fiction, ce genre de choses. Ça me plairait bien. L'embarras du choix, comme on dit en français. Hein. Là, il y a ce qu'il faut en SF. Hein. Ben, j'imagine, et ça c'est très très bien. D'ailleurs, parlant de SF, en ce qui me concerne, moi je voulais vous parler en particulier, donc aujourd'hui, de Steins Gate, qui a été mon premier visual novel. Alors je sais que Steins Gate, pour beaucoup, alors Steins Gate, hein, si on le prononce à l'allemande, je pense, c'est un animé ou un manga, mais là je vais vous parler du visual novel, que moi, en l'occurrence, hein, j'ai fait sur PlayStation Vita, donc il est sorti en 2009, néanmoins sur Xbox 360. Et depuis, c'est aussi sorti un petit peu partout, hein, d'iOS à Steam, en passant par la PS4, la Switch, ce que vous voulez. Et les versions modernes sont d'ailleurs des versions élites, hein, qui reprennent les visuels de l'animé, les musiques et le doublage aussi, donc c'est probablement vers ces versions-là qu'il faut se tourner maintenant. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de Steins Gate, quel que soit le média, hein, c'est un truc totalement cross-média bien sûr, il y a même un drama CD. T'as entendu parler toi ? Non, mais je sais que de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas de drama CD, hein, ça, c'est toujours marrant d'en avoir quelques-uns, même si, hélas, je parle pas du tout japonais. C'est plus un phénomène de collector. Mais je connais que de nom Steins Gate, donc je suis tout oui à t'entendre en parler, quoi. Je suis absolument curieux d'en savoir plus. Bah, comme ça, on dirait que je parle d'un jeu vidéo, hein, évidemment. Pourtant, Steins Gate, c'est un visual novel pur jus, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une interactivité qui est assez minimale. Donc, je sais pas si tu as déjà fait un visual novel en général, d'ailleurs. Toi, Xavier, tu as déjà touché à ça ? Tu sais quoi, peut-être ça va en faire rire quelques-uns qui savent, mais je crois que c'était pour un de mes anniversaires il y a 4 ans, j'ai un pote, on était dans un bar, eu quelques bières de trop, et il me dit tiens bouge pas, et avec son portable il m'a offert Sakura Swimming Team, donc l'un des je ne sais pas combien il y en a sur Steam. Donc bien sûr un petit peu plus 18 quoi, olé, bien olé. débile. Oui. Enfin tu me diras c'est très c'est assez douillet quoi, ça va, c'est assez gentil. Oui, Mais c'est c'était ma mignon. première expérience voilà au bar, on jouait à ça en live et Eh oui. c'était voilà, je me suis dit OK, mais je connaissais en fait le concept, j'avais à l'époque un ami qui avait un PC Engine et en fait il avait quelques jeux japonais et dont c'était comment dire l'initiation au visual novel, mais tout était en japonais, mais ce qu'on adorait en fait c'était le pixel art qui était fantastique, donc sans rien comprendre de ce qui se passe de la narrative, on était exposé en fait à quelque chose de superbe quoi, un excellent visuel. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, le visual novel, c'est assez ancien, en fait. Ça date de, effectivement, la PC Engine en a eu, la NES en a eu, même si les visual novels NES ou même 8 bits sont jamais arrivés en France, hein, ou exceptionnellement. Ah bah, Mais c'est vrai que la PC Engine en a eu. J'en Oui. ai un dans ma collection d'ailleurs, j'ai Maison Ikoku, Sur donc NES. en France, ouais, en NES, qu'on connaît en France bien sûr, en Ah. Juliette Je t'aime, que j'ai en visual novel Ouais. sur ma Famicom.
Oui, sur Famicom, oui, voilà. Mais il n'a jamais été traduit, j'imagine. Non, pardon, oui, c'est vrai, NES, Non. Famicom, j'ai tendance à les mélanger, quoi. Ouais, non, mais oui, je veux dire, la plupart de ces visual novels n'ont jamais rejoint l'Occident. Hein. D'ailleurs, la PC Engine a eu donc un successeur dont, voilà, donc évidemment, là c'était la CDFX, la PCFX, voilà, la PCFX, et sur cette PCFX, qui avait donc un CD-ROM, il y a eu quasiment que des visual novels, et d'ailleurs c'est une console qui est restée complètement exclusive au Japon, et voilà, c'était vraiment un genre qui était très particulier à ça, et c'est marrant que tu mentionnes les visual novels un petit peu olé, parce que bien entendu, c'est une grosse partie des visual novels, mais pas tout. C'est marrant, mais depuis quand on va dire au moins 5 ans, non, sur Steam, c'est l'avalanche de ces types de visual novels. Hein. C'est incroyable, la propagation aussi, je sais même pas comment le dire. Mais bien sûr, hein, il faut toujours fouiller là-dedans, et puis on trouve des perles, et même d'excellentes versions. Hein, Alors je dis pas des rococo, je dis bien sûr des trucs bien sérieux. Hein. Oui, bien sûr. Évidemment, là d'ailleurs, il y a différents types de jeux, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être classés comme visual novel d'ailleurs. Il y a Steins Gate, Fate ou Muv-Luv, par exemple, qui a une interactivité très limitée pour les plus connus, hein, donc ça veut dire qu'il y a des choix de temps en temps. Il y a des trucs qui sont légèrement plus interactifs, comme Chaos Head, ou voire des trucs qui peuvent être très similaires à du point and click, hein, comme Root Letter ou 999. 999 qui est sorti en Occident, avec Virtuous Last Reward d'ailleurs, son successeur, qui est, c'est un visual novel, mais c'est aussi un point and click, il y a des puzzles, mais il y a quand même beaucoup de texte. Tu vois, même les trucs comme Danganronpa peuvent être considérés dans une certaine mesure comme des visual novels. Il y a aussi Paradise Killer, là, ces temps-ci, qui est vraiment excellent, hein, qui a fait un super boulot du système de l'intrigue visual novel, point and click. Hein. Eh ben, tu vois, celui-là, je l'ai pas. Je l'ai pas fait du tout, mais ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, ok, écoute, est-ce que on peut considérer aussi cette façon, tu sais, c'est vraiment, on va dire, 80% visual novel et peut-être 20% point and click, mais Phoenix Wright sur la Game Boy Advance. Écoute, j'hésite, mais c'est un peu comme Danganronpa, c'est-à-dire effectivement, il y a une phase... Oui, mais t'as complètement raison, mais c'est un peu comme Danganronpa finalement, il y a une phase un petit peu libre, où tu fais ton enquête, tout ça, il y a plus point and click, puis après, il y a quand même beaucoup de texte, beaucoup de dialogue. Après, il y a une phase de résolution, comme Danganronpa aussi, et donc ouais, je pense qu'on peut dire que c'est plus ou moins du visual novel. Bon, quel est le point commun finalement de tous ces trucs? C'est qu'il y a énormément de texte. Voilà, du point de vue d'un jeu vidéo, hein, il y a beaucoup de texte, beaucoup d'histoires. Donc par bien des aspects d'ailleurs, un visual novel, c'est un peu comme un light novel dont vous êtes le héros, quoi. C'est-à-dire, moi je le vois un petit peu comme ça, un light novel, c'est lui-même un objet littéraire un petit peu nouveau, j'ai l'impression, enfin, relativement, hein. Donc c'est venu du Japon aussi, je suis sûr qu'il y avait des trucs proches avant en France aussi, en Occident, mais le visual novel tel qu'on le voit actuellement en magasin, c'est quand même un truc qui est un peu venu du Japon. Je sais que t'es friand de manga toi-même, Xavier, est-ce que t'as essayé les BD light novels? Oui, super fan. Par contre, des BD light novel, non, je t'admets que... Alors, peut-être sans le savoir, est-ce que tu en as une en exemple? En fait, oui, bien sûr, les LN, tu as Sword Art Online, c'est un des plus connus, oui. Voilà. Ouais, en fait, ce sont vraiment des livres, hein, c'est-à-dire, pour résumer ce que c'est, au cas où, c'est un format donc de bouquins, c'est des bouquins qui sont écrits de manière assez simple et facile à lire. Bon, c'est roman léger, hein. Donc c'est pas trop long. C'est très destiné, illustré. j'imagine. Oh, excuse-moi, je voulais juste savoir, c'était destiné plus à un public ado, adulte, j'imagine. Ado. Oui. Ouais, ok. C'est ça. C'est un public ado, jeune adulte. Donc ce qui n'est pas négatif. Qui sont pas trop longs. Pour les auditeurs, c'est pas négatif du tout. Hein. C'est juste, en fait, c'est une simplicité d'écriture. On n'est pas là à vouloir se prendre pour Sartre et compagnie, quoi. C'est une façon d'écrire qui est très rapide, en fait, à lire. Et c'est ce qu'on appelle un tourneur de page, quoi. Tu le lis très rapidement. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Oui, c'est le but. Et en fait, c'est effectivement, stylistiquement, c'est assez simple. Et régulièrement, on a des pleines pages style manga, des illustrations assez grandes et assez stylées. Et finalement, ça apporte une facilité, parce que une partie des descriptions est du coup facultative, parce que de toute façon, tu vois là trop le look des persos, tu vois les décors, donc en fait, les light novels n'ont pas vraiment beaucoup à décrire des trucs, donc du coup, ils peuvent se concentrer sur les dialogues. Les light novels sont très riches en dialogues, en fait, un petit peu comme un manga. Et du coup, comme structurellement, les light novels font plusieurs volumes qui sont articulés en arcs narratifs, là encore un peu comme un manga, et qu'en plus les thématiques et la cible, hein, clairement, démographique du light novel et du manga se confondent,
j'ai presque tendance à penser que le light novel, c'est une sorte de manga qui aurait beaucoup plus de texte que de graphisme, tu vois. Comme si un petit peu on avait un continuum entre le manga d'action, voilà, où il y a que de la baston, très peu de texte, et puis le roman, voilà, proprement dit, où il n'y a pas d'image, en passant par le manga bavard, le light novel, c'est un petit peu comme s'il y avait tout un spectre comme ça de possibilités. Et le light novel serait donc une sorte de manga avec beaucoup de texte et moins de graphisme. Enfin voilà, je le vois un petit peu comme ça. Tu sais, c'est marrant, mais maintenant que tu me décris bien la forme, en fait, j'ai commencé très très jeune, sans le savoir. Mon premier light novel date peut-être de 97. Je peux peut-être me tromper, mais c'est avant les années 2000. Mais c'était, je me souviens, il y avait l'éditeur français, c'était Tsuki ou Tonkam, je ne sais plus, c'était Video Girl Eye. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, hein, quand vous êtes pré-ado, c'est le truc qui te prend le cœur, qui te le presse et qui te le destroy avant de te le ressusciter. Mais il y a eu un light novel qui a été publié en France, donc bien sûr Je croyais qu'il y traduit. avait qu'un manga. Moi je connais que le manga, c'est marrant. Ouais, il y a eu un light novel et quand c'est sorti, justement, je l'ai acheté parce que quand t'es fan, voilà, tu prends même pas 2 secondes à regarder ce qu'il y a dedans, tu passes à la caisse et quand je rentre, je me dis tiens, c'est un roman en fait avec des illustrations. Et voilà, c'est tout à fait ce que tu me décris, c'est ça, c'est le light novel. Ouais. Ouais, tout à fait. Et en fait, bon, il y a beaucoup de passerelles, évidemment, parce que les light novels sont souvent adaptés en animé et manga, ou vice-versa. D'ailleurs, voilà, bon, alors je te parle de Sword Art Online, qui est le plus connu, mais il y a aussi Re:Zero, hein, qui est très connu, qui était un light novel. Il y a la série des Fate, il y a Violet Evergarden aussi, et il y a même des trucs... Ouais, Violet Evergarden, et puis il y a des trucs, moi, qui m'ont surpris, en fait, parce que je le savais pas, et puis bon, des trucs barrés et plutôt marrants, tu penses pas que c'était un bouquin avant, c'est Overlord. Overlord, c'est un light novel à la base, comme quoi c'est assez rigolo, je trouve. Le prince des ténèbres avec ses petits démons. Overlord, c'est c'est l'isekai, tu sais, c'est le mec qui en fait qui sort plus d'un MMORPG, sauf qu'il est déjà super puissant. C'est le mec qui a une forme de Skeletor là, le gros Skeletor. Oui. Donc le mec il est level max et le MMORPG va passer offline. Enfin en théorie il devrait passer offline, sauf que lui le moment où il est offline, il reste dedans. Et il peut plus sortir. Ah, c'est cool. Hein. Sauf qu'il garde tous ses super pouvoirs. Donc c'est une sorte d'overlord de ce monde-là. Il peut pas sortir, il sait pas pourquoi. Et voilà, et donc il est overlord de ce monde-là. Et donc moi, c'est un truc qui est relativement comique. Hein. Moi je trouve ça plutôt marrant. J'ai vu la première saison il y a quelques temps, mais bon, c'est pas le propos. Enfin bon, donc voilà. Donc je trouve qu'un visual novel, en fait, c'est un petit peu comme un light novel, mais comme on le met sur console ou sur ordinateur. Parce que, pourquoi comme un light novel? Parce qu'il y a des illustrations, voilà, pour les lieux et les personnages, hein, puis il y a des phylactères comme ça, pour les dialogues et les descriptions. Et tu lis beaucoup. Mais comme on est sur une machine, on peut faire un petit peu plus. Donc il y a aussi de la musique, il y a des effets sonores, il y a des doublages, hein, si le visual novel a un petit peu de fric, disons, il y a des doublages, et même parfois des très bons. Et puis il y a des effets de mise en scène, des petites animations, tout ça. Et puis, évidemment, surtout, on peut rajouter un petit peu d'interactivité. Et donc, du coup, la quasi-totalité des visual novels ont plusieurs fins. Et parfois, ils en ont même beaucoup. Il peut y en avoir 7, hein, plus même. Par contre, bien sûr, le degré d'interactivité, il est très variable, quoi. Donc, ça nous met... souvent, tu as différentes routes. Et parfois, c'est des choix explicites. Pas forcément pour nous, hein, quand je dis explicite, mais parfois oui. Mais bon, en tout cas, c'est des choix qui sont plutôt clairs. Puis parfois, ça peut être des trucs complètement random ou opaques, et ça arrive d'ailleurs assez souvent. Donc voilà, c'est ce genre-là. Bon, voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. Tu valides cette analogie Ouais, VN, absolument. Ouais. En fait, je me rends compte que j'en connais plus que je le pense, donc c'est assez cool, quoi. Je suis en train ça m'étonne pas. Je suis en train de faire ma bibliothèque dans ma tête en me disant yes, no, yes, no. Donc voilà, quoi. C'est chouette. Ah oui, mais de toute façon, voilà, donc il y a un énorme spectre, donc quelque part. Donc un visual novel, voilà, pour moi, c'est un petit peu un light novel dont vous êtes le héros, quelque part. Donc voilà. Puis bon, c'est vrai que les livres dont vous êtes le héros, de toute façon, aussi, doivent varier énormément sur plein d'aspects. Je suppose que au niveau des règles, par exemple, tu vois. Est-ce que, oui, après, on peut dire plutôt le livre-jeu en général, donc le livre-jeu à la narration interactive, oui, après on a la version américaine, hein, les Choose Your Adventure, qui est pour très jeune public, en même temps les choix sont très limités, c'est soit l'un, soit l'autre, ou parmi plusieurs choix, il n'y a pas du tout le côté RPG, ou bien sûr quand on voit les livres dont vous êtes le héros, hein, Folio, Gallimard, là bien sûr il y a ce mélange à moitié de Donjons et Dragons, donc il y a une interactivité beaucoup plus intéressante surtout, mais
moi je trouve qui est très important parce qu'elle projette vraiment le joueur dans l'univers. C'est une façon de nous... C'est l'immersion qui est encore plus puissante, quoi, parce qu'on commence à se donner des points de vie, que après on se rend compte que les choix que l'on fait, des fois, même si on a envie d'aller dans cette narrative-là, mais que ce choix peut nous tuer, en conséquence nous refaire faire le jeu, tu vois, il y a quelque chose de plus qui est ajouté dans ce drame en fait de l'histoire. Après, bon, il y a plusieurs types. On a après des pavés incroyables, hein, des Destiny Quest. Je crois que c'est Michael Ward qui les écrit. Et là, tu vois, c'est une saga qui est énorme. C'est des livres d'environ 900 pages. Hein. Et en gros, Ouais. ouais, c'est des livres-jeux, mais c'est comme si on jouait à du sandbox. Donc on est jeté au début, il y a une fameuse quête, mais c'est comme quand on joue à Skyrim ou tout autre RPG comme ça. On peut carrément se dire non, non, fuck la quête principale, je vais aller me balader dans le. En fait, tu vois, je dis le jeu au lieu de dire le livre. Mais on se balade dans le livre. Ah, c'est dingue. Hein. Ah Donc, oui, tu c'est veux dire énorme. qu'il y a il y a des livres comme ça, open world, c'est Il y a incroyable. des livres open world, absolument, ouais. Donc Destiny Quest, c'est les plus connus, hein. Ils sont vraiment superbes, très bien écrits. Franchement, Michael Ward, j'ai que du, ah, merde, excuse-moi mon français, du praise. J'ai que de l'admiration pour ce qu'il fait. Ouais. Après, on a des choses beaucoup plus simples, hein. Il y a tout ce qui était à l'époque, là, c'est plus années 80, les Zork et compagnie. Donc Zork qui a commencé à faire des livres-jeux. D'ailleurs, Donjons et Dragons, Gary Gygax a sauté sur l'occasion aussi du livre interactif, et lui, il a créé une saga d'un équivalent d'un sorte de Conan le Barbare, mais c'est dans l'univers de Donjons et Dragons, et c'est des livres-jeux interactifs. Donc là, c'est quand les Américains, ils ont voulu sauter sur le jeu de rôle solo, et c'est marrant parce que cette culture du jeu de rôle solo, parce que tout ce qu'on raconte là, depuis tout à l'heure, tu peux avoir quelqu'un avec toi, mais c'est comme quand tu conduis, je veux dire, il est passager, il n'est pas vraiment en charge de la narration, de la conduite. Donc c'est vraiment des jeux qui sont faits à l'unique, et Gygax, justement, qui l'Amérique est beaucoup plus porté sur le multijoueur, d'où Donjons et Dragons, et puis on n'arrête pas d'en citer, hein, des jeux de rôle. Mais quand il a fait voilà, des versions indépendantes, il y avait aussi des simplicités, des complexités. Tous les éditeurs, en fait, les créateurs choisissaient un peu leurs règles. Donc ça pouvait aller vraiment du plus simple, et moi ce que je qualifierais des plus simples, c'est les Choose Your Own Adventure, jusqu'au plus complexe. Oh mon dieu, j'ai envie de dire loup ardent pour les règles de bataille, mais après, je crois que le plus complexe, ça serait Destiny Quest, ou j'ai envie de dire aussi complexité, surtout dans une belle beauté, c'est les Fable Lands, donc assez connus de Dave Morris et J.B. Thompson, là, ces temps-ci, où en fait, où on peut choisir n'importe quel livre de la saga, et en fait, on commence dans une partie du monde, et quand on quitte cette partie du monde, il faut aller chercher l'autre livre, en fait, qui nous amène dans cette nouvelle partie du continent. Donc non seulement il y a une histoire qui évolue, mais il y a aussi des nouvelles histoires parce qu'on voyage à travers le monde. Donc c'est encore un concept vraiment, moi je trouve superbe, quoi, où le livre, en gros, on arrive à transformer le livre comme un jeu vidéo, quoi. On n'est pas loin de ça, en fait. Mais oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, ça me fait réaliser que j'ai dit. Ouais, parce que j'ai dit qu'avec une machine, du coup, on peut faire un truc interactif, mais c'est un peu idiot ce que je dis, parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin. On peut faire des histoires interactives, Mais des on peut. aventures personnalisées, sans le moindre gramme de silicium. Hein. C'est déjà d'ailleurs le jeu de rôle sur table, clairement. Oui. Et c'est vrai, cette version de voyage, un petit peu, qui est le livre dont vous êtes le héros. D'ailleurs, est-ce que c'est comme ça que c'est apparu, en fait, comme une version compressée d'un jeu de rôle, ou c'est apparu de manière totalement indépendante? C'est apparu vraiment, donc c'est Steve Jackson et Livingstone, c'est marrant, c'est né en fait des fans, des gens qui aimaient jouer aux jeux de rôle. Donc Steve et Ian sont super fans de jeux de rôle, ils adorent ça, ils adorent écrire aussi, ils adorent raconter des aventures, c'est des storytellers, hein, des conteurs. Donc eux, c'est né en fait d'une façon de comment créer un jeu de rôle solo, comment est-ce qu'on crée un jeu indépendant où un seul joueur peut jouer, et le livre en fait est ce qu'on appelle le Dungeon Master, le meneur de jeu. Et donc c'est né vraiment en fait du fan, c'est né de l'amour en fait, c'est des gens qui aimaient jouer et comment rendre ça interactif. En gros, c'est un peu ce côté qu'on a impulsif, c'est quand on est fan de jeux de rôle, et tu sais, on vient de commencer un personnage, on a un super maître du jeu, on a un super groupe, tu sais, quand on attend tous les vendredis ou tous les 2 vendredis pour jouer, on a un peu, tu sais, on regarde sa fiche de personnage au boulot, on y réfléchit, on en parle avec des collègues, on saoule nos collègues à table à parler de magie, eux ils en ont rien à foutre de Donjons et Dragons, il y a cette envie qui se crée en fait, on est complètement à fond dedans, on est accro, et je crois que c'est ça en fait, c'est des gens qui sont accros, qui ont créé en fait les livres indépendants, il y en a beaucoup qui ont fait ça, mais après si on veut aller dans l'histoire du livre-jeu, après il faut aller vraiment à l'époque comment ça s'appelle, il y a les tracker books, il y a toute cette période avec B.F. Skinner où eux tout au début, c'était utilisé en fait pour apprendre aux enfants. Donc c'est ce qu'ils appelaient du programme learning, c'est à peu près le début des années 70, où c'était comment donner des devoirs aux élèves sans que ça les fasse chier.
Et en gros, voilà, c'est Ah ça, oui. comment, voilà, tu vois, tu fais évoluer une histoire, en fait, en réussissant les examens, en réussissant les épreuves. Mais, bien sûr, hein, si on commence par des devoirs, bah, on l'évolue vers des gobelins et des épées, tu vois, on évolue le genre, mais c'est marrant, c'est deux lieux où vraiment l'intérêt du livre-jeu s'est créé, quoi. Mais c'est surtout B.F. Skinner qui a créé c'est un psychologue américain qui a créé cette technique, et lui, il l'a appelé le programme C'est le même learning. que la boîte de Skinner? C'est celui de la boîte de Skinner? C'est quoi la boîte de Skinner, dis-moi tout. C'est pas cette histoire avec les pigeons? Oh, je sais pas. Ou c'est pas le conditionnement? Peut-être je confonds. Je suis pas du Moi, tout spécialisé en psycho, hein. Mais il me Skinner, moi, semblait que... ça s'arrête à deux trucs. Ça s'arrête au psychologue américain qui a créé les livres-jeux et X-Files. Voilà, je peux pas t'en X-Files, dire ouais, plus. j'allais dire. C'est ça. Moi, c'est Hélas, pareil. le truc bien nerd, hein. Ouais, c'est ça, d'accord. Non, non, mais c'est hyper intéressant, n'empêche, hein. C'est vrai que... ouais, bon, enfin, c'est peut-être effectivement pas la peine non plus de chercher les origines et tout, sinon j'aurais dû te prévenir avant si c'était un truc sur l'historique des livres dont vous êtes le héros, c'est pas très sympa de te le faire redéboter, mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir, et je suis vraiment impressionné de voir qu'il peut y avoir qu'il puisse y avoir des open world en livre dont vous êtes le héros. J'imagine le nombre incalculable de possibilités qu'il faut prévoir, parce qu'il faut tout écrire. Ah, oui, Ça me oui. paraît fou, quoi. Bah, c'est pour ça que, tu vois, Michael Ward, ce qu'il fait, ses livres, ouais, c'est... Attends, je vais en prendre un à la bouche, pas, je vais te dire exactement le nombre de pages, et puis c'est écrit en petit print, hein, pour qu'on puisse mettre pas mal de texte par ligne, hein. Ouais, on est dans les 700 pages, là, hein, largement. Donc on a à peu près 700 pages avec un total dans ce premier volume. Il y a un épilogue aussi. Donc l'épilogue, là, ça devient du visual novel. Là, c'est vraiment, on lit, on voit ce qui nous arrive. Mais c'est un livre avec à peu près au-delà de 750 choix. Donc on a 750 possibilités d'interaction, de combat, de choses à faire. Et bien sûr, il y a plusieurs livres dans la saga, donc c'est assez impressionnant. J'en connais très peu encore des mondes ouverts comme ça, mais ce qu'a fait Michael Ward... Et encore, je crois que j'exagère une chouille le truc, mais c'est monde ouvert, mais bien sûr, c'est toujours un petit peu limité. C'est pas j'ai envie d'aller dans cet endroit, je peux me diriger dans le champ et me balader et aller dans cette forteresse. Il y a quand même une narrative qui nous guide, qui nous fait bien comprendre ce qui est le choix, j'ai envie de dire logique, parce que c'est la quête principale, et après le choix qui est un peu plus fun, expérience en fait de l'univers, et peut-être des fois, tu sais, si c'est un peu comme ce qu'on a vu du Project Red avec Witcher 3, où on se rend compte que les quêtes secondaires sont vraiment plus intéressantes que la quête principale, bah, c'est peut-être le cas dans les livres Destiny Quest, hein. Ça se trouve, on va faire des quêtes secondaires, on se dit ok, c'est génial ce que je viens de faire, et finalement je me fais chier dans la quête principale, quoi. Ah, bah, c'est possible. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de quête FedEx, que c'est déjà pas mal. Enfin, je suppose. Ce serait énorme. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est vrai que ça retranscrit aussi l'ambiance des jeux de rôle textuels, enfin, des jeux d'aventure textuels. Mhm. Les premiers jeux comme Zork, par exemple, où effectivement, Oh, tu avais une liberté qui était illusoire, mais qui était plutôt bien faite, illusoire puisque de toute complètement, façon, ouais. tu avais une totale absence d'infos, donc comme tu savais pas ce qu'il fallait faire, tu essayais tout, et puis bon, finalement, tu te cognais la tête à toutes les limites, et tu finissais par suivre le chemin, quoi. Bon, là, ça a l'air encore plus satisfaisant. Bon, ça me fait penser à David Cage un petit peu, qui vantait Ah bah son tiens, script, ouais, j'allais t'en évidemment, parler justement, ouais, super, ouais, 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 comme on le est dans script le de jeu Detroit. vidéo. Ouais. Oui, Bah Detroit. oui. D'ailleurs, là, franchement, est-ce que tu as pu voir le making-of ou un petit peu les featurettes où ils Un expliquaient petit peu, oui, 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 un petit peu. Je l'évolution l'ai de la fini il y a narrative? quelques Ouais. temps et j'ai vu 2-3 trucs, mais j'ai peut-être pas vu tout, non plus tous les making-of. Mais Hmm. j'ai un petit peu vu effectivement la. Alors j'ai pas fini la totalité de l'arborescence non plus, je Mhm. t'avouerai. Mais c'est ça D'ailleurs, qui est tout n'est pas impressionnant intéressant. dans, Mais il y a dans effectivement le, une arborescence impressionnante, oui. Ouais, ouais, et en fait, dans les making-of, ils expliquent, alors c'est marrant parce qu'il le fait très bien avec beaucoup de tact, il explique en fait, sans aller trop dans le sujet, qu'est-ce qu'est en fait bah, le choix multiple, en fait, l'évolution interactive de la narrative, et comment justement garder des différences d'interactivité, parce que ce qui se passe, c'est la complexité. Moi, j'appelle ça le phénomène Mass Effect, hein. C'est simple, on crée tellement de choix, tellement de possibilités, qu'à la fin, quand on doit créer une conclusion, une fin, on a dit, putain, il y a trop. En fait, on s'est donné un boulot de titan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, des fois, on raccourcit les choses, on fait des fins qui sont, tu vois, qui sont quasiment identiques l'une à l'autre. Et c'est là où est vraiment la difficulté des Ouais. jeux comme ça à choix Il y a multiples. une Et Cage, exponentielle que tu es obligé ouais, de collapser si tu veux des exactement, ouais. branches, parce que sinon c'est pas possible. Ouais.
Mais Cage fait ça Non. très bien. Justement, Cage s'est dit non, non, moi je relève le défi, je vais me casser les pieds et je vais faire toutes ces fins-là qui sont possibles. Et ça, on le voit beaucoup dans son précédent jeu qui était avant, qui était donc Ellen Page Beyond et Two William Souls. Dafoe. Beyond Two Euh, Souls, ouais. Beyond Two Souls, oui, excuse-moi, voilà, qui, lui, carrément, il y a des fins qui arrivent vers le début, en fait, du troisième chapitre, enfin, le troisième chapitre de la scénario, hein, sachant qu'une histoire, bien sûr, a 3 chapitres d'évolution, 3 actes, il y a des fins, en fait, qui arrivent beaucoup trop tôt, justement. Alors, c'est pas parce qu'on a fait des choix immoraux ou négatifs, c'est aussi parce qu'on a guidé la narrative vers des choix qui vont terminer l'aventure plus vite pour notre personnage principal. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. David Cage, ce qu'il fait, je suis vraiment étonné parce que lui, tu vois, il prend le truc et s'il était en charge, je reprends l'exemple classique hein, de la fin difficile à développer du Mass Effect 3 où il se dit putain, qu'est-ce qu'on fait là? On a trop de fins possibles. David Cage dit bah sortez vos crayons, ouvrez vos livres, on va commencer à les écrire. Et j'admire justement ce talent qu'il a à se dire non, c'est le but, à quoi ça sert de tricher à la fin si tout ce qu'on fait finalement ça ne sert à rien. Le but justement c'est de plaire, c'est tout le but de nos jeux, c'est de donner ces fins différentes. Et Detroit fait ça parfaitement quoi. Et je suis vraiment impressionné. Alors quand tu rejoues, tu le refais, c'est vraiment super. Ce que j'aime bien voir, et de temps en temps on a du mal à les trouver sur YouTube, mais c'est des gens qui te montrent les fins mais pas l'une après l'autre, qui te les montre en fait en même temps sur l'écran, en écran splitté. Comme ça, tu peux vraiment mieux comprendre quand est-ce que ce moment arrive et combien de temps il dure comparé aux autres fins. Ça te donne une plus grande fresque de l'œuvre narrative, si tu veux. C'est comme l'anatomie en fait du jeu. Hmm. Ouais, je vois. Mais alors, si tu veux, le problème, effectivement, c'est que bon, comparer Mass Effect Je sais, Detroit, j'ai pris l'exemple, Non, maudit. mais non, non, pas du tout. Bon, maudit. Oui, non, pas vraiment. Mais si tu veux, le problème, en fait, c'est ce que je vois, c'est que Mass Effect, c'est un truc qui est nettement plus ouvert, quoi. Mhm. Là, dans D3, c'est quand même un point and click, hein, de base. Bien Hein. sûr, bien sûr. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement contraint. Et tu peux te permettre d'essayer de maîtriser l'arborescence et de collapser quand ça explose un petit peu trop fort de temps en temps. Mais c'est vrai que comment tu ferais ça sur un truc qui est plus ouvert, comme bon, Mass Effect, est-ce que c'est un monde ouvert? Bon, Oui, tout à fait. au-delà de la définition, Ouais. c'est quand même plus difficile, tu vois, c'est trop ouvert justement. Et il faut bien Ah, remplir un monde ouvert. si je Quand tu le peux. remplis, oui, vas-y. Ouais. Excuse-moi, mais en fait, ça me vient à l'idée là, d'un coup, parce que tu me dis la complexité c'est en mode difficile, mais on a eu un jeu comme ça de David Cage aussi, alors c'était au début de sa carrière, mais c'est bien sûr Omicron. Oui, Donc je le m'en jeu qui était souviens, avec ouais. David Bowie, qui était monde ouvert et qui avait aussi Oui. cette narrative un peu complexe. Alors bien sûr, c'est pas du tout au stade où on est aujourd'hui, mais tu sens en fait ces tentatives déjà d'essayer de jouer les deux choses ouvertes. Mais tu vois que les mecs ils se disent c'est trop colossal et tu fais bien de le dire, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais c'est peut-être la même façon dont on donne le lien au visual novel, c'est de donner, comme on disait Phoenix Wright, c'est le côté où c'est tu sais une majorité de narrative et puis un tout petit peu de point and click. Où là, Mass Effect fait l'inverse, bien sûr, c'est une majorité de monde ouvert d'action, avec bien sûr un petit 15-20% de choix multiples qui affectent, bon, bien sûr, la narrative, ce que l'on fait, mais est-ce que la complexité dans le monde ouvert, comme tu disais, quoi, ce qui est assez difficile à développer. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Après, c'est vrai que bon, les jeux qui ont plusieurs fins et qui il y a en fait, il y a plein de jeux qui essayent de le faire. Il y a énormément de jeux qui essayent de le faire. Ils font tous chacun à leur manière. Chacun tente voilà, de maîtriser. Mais c'est vrai qu'on arrive toujours à une sorte d'arborescence toujours très limitée, très contrôlée, pour essayer d'aller où on veut. Bon, Est-ce c'est que, vrai que dans les visual novels... Oui, vas-y. ouais, en parlant de ça, est-ce que t'as joué au jeu de, j'ai oublié le nom de ce studio, mais c'est les gars qui ont créé le slasher à choix multiples, donc Until Dawn, où c'est Until Dawn, ouais. Until Dawn, et puis Man of après il y a Medan leur... C'est Man of Medan ou... Alors ça, c'était leur premier jeu Until Dawn. Ça a tellement bien marché qu'ils ont, Oui. ils ont Et créé après, une ils ont fait mini trilogie, anthologie. Ah bon. Voilà, c'est ça, Man of Medan. Et j'ai pas vu Ah comment oui, Man s'appelait of le Medan. deuxième. Et il y a un troisième qui est prévu. Ouais. Man of Medan, c'est pas extraordinaire, très honnêtement. Moi, C'est j'ai pas... bien aimé son côté pulp. En fait, ça faisait très roman des Ouais, années c'est 40, très... 50, tu vois, ce qu'on lisait. Hmm. Ce qu'il y avait avant l'époque des contes de la crypte, ces petites histoires. On sent que c'est très limité narrativement, mais parce que c'était ça, en fait, la création de l'époque. Donc, j'ai trouvé que c'était déjà très bien leur choix de commencer le jeu dans les années 40, ce qui rendait ça hommage. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y a comment dire, une narrative qui est plus basée sur l'expérience du jeu qui fait peur. On est dans le survival horror, mais bien sûr avec des choix multiples. Mais en fait, le jeu nous surprend à tel point qu'il y a énormément de choix multiples. Et ça, je ne m'en rendais pas compte, mais en regardant d'autres gens jouer,
je me disais, mon Dieu, des petits choix que je pensais de rien du tout, ou juste le fait que je suis allé dans la cabine au lieu d'aller au volant, change complètement la narrative du jeu. Et ça, c'est parce que, tu vois, on s'habitue et mon cerveau, en fait, fait cette mémoire interne de comme je joue à je prends l'exemple des Telltale Games. Telltale, moi, je le vois toujours, il y a des bulles qui connectent, en fait, tout ce qu'il y a entre. Donc, ta première bulle, tu vas commencer avec ton personnage. D'ici que tu arrives à la prochaine bulle qui est à la fin du chapitre, il va se passer plein de choix possibles. Mais finalement, tu vas arriver à une bulle qui va se ressembler. Donc, tout ce que tu auras fait entre ces deux-là, vont être plein de choses différentes, mais au final, cette bulle qui conclut le chapitre va un peu te dire la même chose. Et je sens que ça, c'est parce que c'est pour simplifier la narrative à l'écriture. Mais les jeux de Madame Medan et tout ça, Until Dawn, se complexent vraiment la tâche, justement, en te donnant ces bulles de fin de chapitre. Bah, il y en a aussi 4 ou 5 des différents chapitres. Et vraiment, en regardant d'autres playthroughs, je suis vraiment étonné. Je me dis, putain, on pouvait faire ça, je savais même pas. Je savais pas que si on ramassait cet objet, le personnage allait l'utiliser en se défendant. Enfin, il y a plein de choses. Et je me dis, c'est vraiment super, quoi. On sent quand tu arrives à cacher le moment où on doit faire les choix dans les jeux et vraiment faire en sorte que je ne me rende pas compte du tout où le personnage le fait, je crois que là, c'est l'immersion est réussie. Au point où on a l'impression de regarder un film. Je comprends. Ouais. Oui, c'est vrai. Un film dont tu es l'héros, du coup. c'est ça. Mais c'est ça. Et au bout d'un moment, t'as l'impression que t'as besoin de quelqu'un qui te tape l'épaule. Tu vois le créateur du jeu qui vient, qui tape l'épaule et qui te dit juste hey, je veux juste que tu te souviens. C'est pas un film, hein. C'est une narrative qui a changé. Donc il y a 40 façons de voir ce que tu viens de voir. Tu dis ah oui, c'est vrai, merde, j'ai oublié, quoi. C'est pas juste ça, en fait. Il y a plein d'autres possibilités de voir le film. Ouais, bah alors moi j'ai pas assez exploré Man of Medan, ça je peux te l'assurer. Après, les jeux Telltale, je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, bon, globalement, il y a qu'une seule histoire, quoi, hein, avec des petits à côté. Je pense qu'effectivement, il y a entre la ligne unique, finalement, et le gameplay totalement émergent, qu'on voit dans les bacs à sable, mais les vrais bacs à sable, quoi, c'est-à-dire les trucs comme Minecraft, par exemple, où Minecraft, il n'y a pas d'histoire préécrite, mais le fait qu'il y ait des règles autour, et le monde avec ses règles et tout ça fait que de toute façon tu fais ta vie, tu traces en route, tu t'arrives des trucs. Bon, voilà. Et bon, évidemment c'est pas du Shakespeare hein, ce qui t'arrive, mais c'est complètement émergent pour le coup. Donc c'est vraiment deux extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, oui, il y a un petit peu tout. Et c'est vrai qu'il y a une granularité assez fine finalement entre entre les trucs relativement simples où t'as 7 fins avec des embranchements très bien définis, ou les trucs ultra complexes à la David Cage, il y a un petit peu tout. C'est vrai que c'est assez intéressant. Bon, moi j'ai pas vraiment de préférence en fait, je te dirais, parce que j'apprécie un petit peu tout, j'apprécie même Minecraft d'ailleurs et son aventure aléatoire, tu vois, cette espèce de côté complètement inattendu aussi qui est assez sympa. Si on fait un pas de plus, on se trouve dans le Walking Simulator, hein. Ah, le Walking Simulator, c'est vraiment... Oui, bah justement, oui, le Walking Simulator, c'est... Alors c'est intéressant parce que dans une certaine mesure, c'est un truc où il y a où il y a pas forcément beaucoup de texte, il peut y en avoir plus ou moins. C'est un truc qui se repose beaucoup plus sur le visuel, voire sur l'auditif, puisque je pense par exemple à Perception, qui était c'est pas un Walking Simulator, c'est plutôt un film de... C'est plutôt un jeu de survival horror que j'ai fait sur Switch, et dans lequel tu incarnes une aveugle. Et du coup, comme t'es aveugle, bah évidemment, tu vois pas grand-chose. Je dis ça a l'air stupide, mais en fait, dans le jeu, t'as une espèce de système de sonar qui te permet de voir un petit peu quand même les alentours pour pas vraiment que tu te prennes, voilà, pour que ce soit vivable, puisque tu peux rien toucher dans un jeu vidéo, il faut au moins que tu aies un système de sonar pour pallier ça. Mais globalement, c'est vrai que tout passait par donc les bruits, les sons, les souvenirs, les dialogues, donc tout était extrêmement auditif, quoi. C'était une narration qui était très très auditive et un petit peu visuelle, alors que les Walking Simulator sont beaucoup plus visuels. Il y a aussi des narrations de type environnemental qui sont complètement cardinales quand tu fais du Walking Simulator. Et bon, parfois il y a des embranchements, parfois il n'y en a pas aussi, hein, ça dépend, mais... Je sais pas, est-ce que tu as un Walking Simulator préféré ? Oui, absolument. Donc, The Vanishing of Ethan Carter. Oui, je suis désolé, mais je vois ce que c'est, ouais. Ouais, je sais pas s'il y a eu une traduction française, mais... Non, je l'appelle comme ça ici aussi, ouais. Vraiment superbe, et ce que j'aime bien en fait, donc c'est un walking simulator mais avec des puzzles, donc des puzzles très très simples, hein, mais quand même qui donnent de l'interactivité aux joueurs. Le jeu est magnifique, superbe, et il y a le côté que j'aime beaucoup en fait du walking simulator. Ce qui est important, c'est pas nécessairement les graphismes, c'est l'immersion, et ça joue beaucoup sur le visuel et sur le son, donc ça peut être stylisé autant que ça peut être très réaliste avec un super moteur Unreal, parce que tu as des jeux comme excuse-moi si j'écorche le nom, Protopia,
c'est un jeu de walking simulator, mais c'est un jeu de méditation. En gros, c'est un roguelike. Donc le moteur du jeu te crée une forêt aléatoire et tu te balades dedans. Il y a absolument rien à faire. Ah Il y a oui, peut-être des oui, écureuils, des je l'ai lapins. essayé et j'ai trouvé ça Ouais. très très chiant. J'ai pas très apprécié. Moi j'aime bien. Il est pas très beau, non? Non, mais c'est C'est pas le truc stylisé. qui était fait en low poly, je sais pas quoi, Oui, stylisé. c'est en low poly, absolument stylisé. Et en Ouais, fait, tu vois, moi ouais. j'aime beaucoup parce que je l'utilise. Quand on était gamin, tu vois, sur nos ordinateurs, on avait des écrans de veille interactifs. Et ben en fait, Ça ressemble à ça. Ouais. voilà, alors j'ai oublié le nom, hein, bien sûr, j'ai du mal, mais ce que je fais, je mets un petit clip sur ma souris, je le fais avancer tout droit sur mon clavier, et j'écris ou je travaille pendant ce temps-là, pendant que mon écran avance à travers un monde vaste, sans fin. Donc, tu vois, voilà, c'est très très zen. Mais après, dans Walking Simulator avec scénario, ouais, Vanishing of Ethan Carter, pour revenir dessus, ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est qu'il y a donc des petits puzzles hein, pour avancer le scénario, mais il y a aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des puzzles cachés dans le jeu. Et donc, à certains moments, on pouvait tomber sur ces puzzles, et en fait, ces puzzles nous enrichit encore plus l'histoire. Donc, on apprend en fait beaucoup plus de détails qui sont pas nécessaires. Et là, c'est ce qui est très bien fait des écrivains, hein, c'est que ces puzzles cachés, en fait, ajoutent encore plus d'émotion au personnage, mais sans enlever des informations qui sont importantes pour la trame principale. Et très très bien accompli, hein. Et je t'admets qu'il y en a un que j'ai envie de jouer, que j'ai pas encore essayé. Dis-moi si toi tu l'as fait, mais Edith Finch. Non plus, non plus. Ok. Non. What Ouais, Remains of Edith Finch, ouais. ouais, Oui, après, je je vois ce que sais c'est. que celui qui a bien marché, c'est Everybody's Gone to the Rapture. Que moi, je t'admets que c'est The China Room, c'est ça, non? C'est ceux qui ont fait. The Chinese Room, ouais. Pardon, excuse-moi, The Chinese Je Room. crois que c'est. C'est ceux Oui. qui ont fait Dear Esther, qui. Oui, que j'avais fait à l'époque, hein, Ouais, qui était pas mal, ouais. non, Et par contre, parce que absolument. Ouais. j'avais été très très surpris par Dear Esther, parce qu'à l'époque, je connaissais pas le concept de Walking Simulator. Et donc, ouais, c'est vrai que tu fais Dear Esther, ben, tu fais rien en fait. Mais curieusement, je sais pas, tu le finis quand même, quoi. Je sais pas, tu continues, c'est assez étonnant, ouais. Tu ne fais rien, mais on te projette la- plein d'émotions. Ouais. Et puis c'était très beau à l'époque en plus, hein. Ouais, et puis bon, c'est triste, hein, c'est l'histoire d'un. Si je me souviens, on va peut-être pas le. Enfin, le jeu est sorti quand même il y a Non. quelques années, Oui, mais mais en bon. gros, c'est ça. Finalement, à la fin, ou au fur et à mesure du jeu qu'on joue, on apprend qu'on est un homme, en fait, d'où sa femme est décédée d'un cancer ou s'est suicidée, enfin, quelque chose de très tragique. Et en fait, on revient sur l'île où elle a vécu très longtemps, où ils ont vécu longtemps, et finalement, on se rend compte que le walking simulator qu'on fait, c'est l'histoire de l'homme qui retrace absolument ses pas, qui revit en fait leurs émotions, leur histoire. Et tu sais quoi, j'espère que je me gourre absolument pas, j'espère que je mélange pas toutes ces infos d'un autre jeu, quoi. Mais j'ai trouvé ça très émotionnel, et finalement, le Walking Simulator, c'est un petit peu le truc où faut te dire à l'avance, tu vois, que tu vas jouer à un Walking Simulator, faut te prévenir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je trouve que c'était très dur pour ces jeux de démarrer au début parce que on avait tellement pas l'habitude de jouer à un first person sans flingue Ah ou bah, ils sans s'en sont pris action. plein la gueule, hein. Ah ouais. Il- Et donc c'était très difficile. Maintenant aujourd'hui, le Walking Simulator c'est un terme, on sait absolument à quoi s'attendre, donc on lui livre absolument le produit. Et puis maintenant le Walking Simulator c'est le boom des jeux d'horreur, hein. Là il y en a tellement ces temps-ci que même, je sais pas si on peut dire que le dernier Resident Evil c'est à moitié action Walking Simulator, parce que le 7, Bah, moi j'ai trouvé j'ai trouvé pas trop Ah ouais. loin, hein. Ouais, quand on se balade dans la maison avec les cannibales, le massacre à la tronçonneuse, j'ai trouvé qu'il y a des moments, mais j'étais absolument dans un walking simulator d'horreur, quoi. C'était très bien fait, hein. Bah, oui, mais alors, moi, enfin, je veux dire, moi, je peux te dire que j'étais moins serein que dans Dear Esther, hein. Ouais, Honnêtement, très bien dit, très bien dit. non, mais c'est vrai que il y a un côté, bah, non, il y a une ambiance, mais enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'action, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si on Oui. peut vraiment le taxer de. Alors Il y a peut-être que c'est parce que je fixe énormément sur les 15 premières minutes du jeu, qui sont pour moi, là, c'est vraiment du walking. Je crois que c'est jusqu'au moment où on se fait capturer, où là, ça devient très action, ça devient first person, avec des puzzles. Mais il y a Tu te ces fais, 15 bah, premières tu te fais, minutes où on sort de tu la te pourchasser voiture, dans la maison, ouais. voilà, on se balade, en fait, il se passe pas mal de choses. Et puis l'attaque de notre femme, qui est à moitié zombie, là, modifiée. Alors, ça me fait penser à un autre jeu qui est sorti, qui a été très très critiqué. Moi, je t'admets que dès que la critique, elle envoie chier un jeu, j'ai tendance à me dire, tiens, tu sais quoi, je vais me faire mon propre opinion. Et c'était le jeu Blair Witch qui est sorti
à peu près, ou non, pas du tout, je crois, mais qui est sorti quelques années après le remake qu'il y a eu quelques années, quoi. Donc c'est sorti vite fait. On joue un Marines américain ou un soldat américain qui a déjà un problème de PTSD de la guerre et qui a donc un chien support émotionnel avec lui. Et bien sûr, le pauvre, il se fait absorber dans les bois de la sorcière. Et là, on est dans un walking simulator très léger sur les puzzles, mais qui focus énormément en fait sur la psychologie du personnage, et nos actions et la façon dont on interagit avec les bois développent nos fins possibles. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, quoi, finalement. Le jeu a été très très critiqué. Hein. Écoute, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, il y en a tellement des Blair Witch que Oui, je suis même pas sûr ça. de voir duquel tu parles. Je sais pas exactement. Mais bon, écoute, non, mais je te crois. Pourquoi pas? Il faudra peut-être que j'essaye. On va savoir. Tu vas y jouer, Dans tu tous vas les dire, cas, qu'est-ce qu'il raconte Xav, quoi, c'est pas ouais, possible. c'est ça. ce Ça jeu. se trouve que je vais y jouer. Je dis, non, mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais à Euh, culpa. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein, je t'enverrai des bordées d'insultes par SMS. Non, mais bon, écoute, dans tous les cas, tiens. Et si je revenais à Monsters Gate, parce que c'est vrai qu'on s'est, du coup, on est parti très loin, c'était très très bien. Mais je vais quand même faire ce que j'ai promis, c'est-à-dire vous parler un petit peu de Steins Gate et donc de ce visual novel. Bon, le visual novel, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? C'est une ambiance, des personnages, une histoire avant tout. Et donc, celle de Steins Gate, elle est très barrée. Elle est très très complexe et elle réussit à être extrêmement touchante. Et pour toutes ses routes, finalement. Alors, d'ailleurs, Steins Gate, c'est quoi? Bon, Steins Gate, le titre n'a pas de sens précis. C'est comme ça qu'est désignée une des routes en fait, du visual novel qui arrive à la meilleure fin, tout simplement, mais bon, j'en dirai pas plus. Et donc, si vous voulez savoir un petit peu quelle est l'histoire de ce truc-là, pour vous donner envie ou pas, je sais pas, de vous lancer dedans, dans Steins Gate, donc, on incarne Okabe Rintaro. Alors, Rintaro, c'est son prénom, voilà, ses amis l'appellent Ocarine. Il lui se désigne comme Owin Keoma, qui se proclame savant fou. Voilà. Donc ce gars a 18 ans, mais il se comporte comme un collégien. Tu sais, peut-être que toi aussi, tu as eu cette phase dans ta prime jeunesse où tu te faisais des films qui débordaient un petit peu sur la réalité. Tu faisais style, j'ai des pouvoirs, je suis un espion, je suis poursuivi par des démons, enfin ce genre de truc. Bon, en général, ça survit pas à la 4ème, hein, mais Rintaro, il a 18 ans, il est toujours là-dedans. Écoute. Donc Rintaro, il joue au savant fou paranoïaque, traqué par une organisation secrète devant ses amis. Bon, ils sont habitués, bon, il accepte comme ça. Et en particulier, il y a Kitaru et Mayuri. Et Mayuri, c'est son amie d'enfance. Bon, c'est une fille qui est super gentille, incroyablement gentille même, et un peu évaporée. Et en fait, il y a une raison précise pour laquelle Rintaro est comme ça. Il s'est enferré tout seul un petit peu dans ce personnage. C'est un rapport avec Mayuri, mais bon, je vais rien déflorer. Donc Kitaro, quant à lui, c'est un ami qui a un an de plus, qui a une hygiène de vie déplorable, et lui par contre il a un vrai don pour les ordinateurs, c'est un hacker qui est plutôt bon pour son âge. Et autour d'eux, bien sûr, vont graviter tout un panel de persos qui sont plutôt marrons, donc il y a Faris, la soubrette millionnaire, du Maid Café, il y a Luca, le pote un peu efféminé, donc très très efféminé, puisqu'il fait, carrément Miko au temple, donc il est vraiment très efféminé. Et puis il y a Kurisu Makize qui va, par un hasard total, se retrouver dans le local malpropre qui est loué par sa petite bande. Voilà, qu'ils appellent leur laboratoire. Il faut dire que Corinne a eu une expérience qui est pas banale, puisqu'il l'a vu morte, Kurisu. Il l'a vu mourir. Parce que lui, il allait tranquille à la maison de la radio de Tokyo, la radio Kaikan, avec Mayuri, et qu'il a une conférence sur une machine à voyager dans le temps. Ah oui, rien que ça. Et Ocarine, il veut pas rater ça, bien sûr, mais soudain, il y a un problème sur le toit, donc il y a un bruit énorme, il n'y a pas de dégâts, il y a seulement un gros machin bizarre. Donc il écoute la conférence du mec, il se fait remarquer comme d'habitude en faisant l'andouille, et puis il est abordé par une jolie rousse qui s'appelle Kurisu, donc cette fameuse Kurisu, et il semble qu'elle l'ait déjà rencontrée, mais lui il s'en souvient pas. Et bon, un peu plus tard, il la découvre dans une mare de sang, voilà, au détour d'un couloir, donc il est sous le choc. La police arrive, il envoie un texto à Taru pour le prévenir, et soudain, il n'y a plus rien, voilà, Tokyo est vide. Puis ça revient, les gens reviennent, comme ça c'est très bizarre, et les choses ont changé, en fait, le toit de Radio Kaikan est endommagé, et surtout, Kurisu est vivante. Et donc il va se rendre compte aussi que le message qu'il envoyait à Itaru est bien arrivé, mais une semaine avant qu'il ne l'envoie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mystère. Il faut toujours un bon mystère pour te prendre dans l'intrigue et te pousser à continuer. Et surtout si c'est un mystère temporel. Enfin surtout si t'as pas de combat, il faut bien te prendre quelque part d'une certaine manière, quoi. Et les persos de Steins-Gate, c'est pas des guerriers, c'est normal qu'il n'y ait pas de combat, puisque voilà, dans leur labo, Ocarine et ses amis ils font des gadgets débiles, qui au mieux sont marrants mais inutiles. Et leur dernier truc, c'est un micro-ondes qu'on peut contrôler avec un téléphone mobile. Donc il n'y a pas d'app ni de cloud. Et donc l'action se passe en 2009, évidemment, donc il n'y a pas ces trucs-là, mais le phone wave, comme ils l'appellent, pourrait être à l'origine une anomalie temporelle. Et donc ils vont faire des expériences avec Makise, justement, parce que pour le coup, elle, c'est une vraie scientifique, et même prodige, je sais pas, comme ses bras cassés. Et donc honnêtement, Steins Gate, c'est ça, c'est donc un visual novel avec
Des lignes temporelles. C'est un mystère temporel, et du coup, effectivement, il y a des lignes, il y a plein de lignes temporelles qui correspondent finalement au temps de choix d'Ocarine. Bon, c'est un truc qui se traîne un petit peu dans sa première moitié, je vais pas vous le cacher, ça reste marrant, mais c'est un petit peu long. Mais c'est normal, voilà, le temps passé avec les persos, c'est ce qui permet de s'y attacher, les enjeux deviennent d'autant plus grands quand ils sont en danger. C'est un truc de base dans les histoires, de Berserk au Trône de Fer, là, tu t'attaches au perso pendant des tomes, et puis soudain, quick. C'est classique, mais ça marche toujours. T'as un pire souvenir de ce type, toi, peut-être? De perdre un personnage comme ça aussi important. Ouais, de perdre des personnages dans lesquels t'as investi, quoi, je sais pas. Oui, c'était... alors quand j'étais gamin, nous on avait les mangas en comics, c'était Dark Horse qui avait importé tout ce qui était du Japon. On avait la saga, donc Venus Wars en manga. Et vers la fin de l'aventure, en fait, c'est... Comment ça s'appelle? Miralda, donc c'est la... Pour ceux qui connaissent l'OAV. Donc Miranda, c'était la chef du jeu de moteur fight, enfin bref, leur jeu de moto de baston. Finalement, elle devient, fait partie de l'armée, elle a sa propre moto de combat. Et quand tu lis l'histoire, tu vois, à travers toute l'histoire, c'est elle qui motive Hiro, c'est elle qui le crée. C'est un peu comme sa muse non voulue en fait, c'est elle qui est sa motivation, son énergie, et puis bien sûr à la fin elle défonce tout parce que c'est Miranda quoi, elle rigole pas, puis elle reçoit un missile hors cadre, on voit pas ce qui se passe et on voit juste Hiro qui est accompagné et bien sûr plus de symbole de Miranda. T'attends le prochain volume et finalement c'est Venus Wars partie 2, on parle d'un nouveau héros, donc t'as rien sur elle, tu sais pas ce qu'elle est devenue, bien sûr elle est décédée, mais quand t'es à fond dedans t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie d'un épilogue sur ce personnage. Merde, c'est quoi ce bordel? Donc ouais, tu vois, j'ai encore cette frustration des années plus tard. Comme quoi, ça marche vraiment très bien, ce genre de Oh truc. mon dieu. Ah, l'empathie et... c'est sûr que si on n'est pas un sociopathe, il y a certains écrivains qui peuvent nous faire très mal. Hein. Exactement, mais c'est toujours plus pratique de sociopathe, ça c'est sûr. En tout cas, Steins Gate fait ça très bien, en tous les cas, parce qu'à partir de cette base mystérieuse, voire marrante, voire barrée finalement, le jeu bascule complètement au milieu. Au milieu, il y a vraiment un changement radical. Et à partir de là, on atteint des sommets de tragique, qui sont complètement insoupçonnés au début. Donc le jeu a plusieurs fins, et toutes, sauf une, en fait, elles demandent des sacrifices énormes, et qui toutes vont occasionner des souffrances psychologiques terribles, sur Ocarine ou sur les autres. Et donc, une grande force de Steins Gate, c'est de tenir en haleine, comme ça, et à partir de ce point-là, et ça pousse vraiment à refaire le jeu encore et encore pour avoir toutes les fins, et voilà, surtout la meilleure, évidemment, donc trouver la Steins Gate. Et une autre force de ce truc-là, finalement, au-delà de sa narration, enfin, qui est aussi dans la narration, mais de style, c'est qu'il est quand même très ancré dans la réalité de l'époque. Donc c'est la science-fiction, donc vous me direz, c'est pas bizarre. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments de science dedans, qui sont parfois relativement poussés, et aussi énormément de références de pop culture, / de culture internet, tu vois, qui ont été digérées et intégrées. Donc dans le contexte, dans le contexte où les persos, par exemple, on parle du CERN, donc le CERN, le nôtre, il a un C. Bon, là-bas, dans le monde du jeu, c'est le CERN avec un S, et donc ils font aussi des expériences, mais voilà, ils partent un couille là-dessus. Et bon, il y a John Titor aussi. John Titor, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un soi-disant voyageur du futur. C'était un vrai phénomène internet dans les années 2000. Le mec, il disait qu'il venait du futur, qu'il y avait une troisième guerre mondiale, il postait des plans de sa machine temporelle, etc. C'est vraiment arrivé. Et là, c'est carrément un personnage du jeu, en fait. Très très différent de ce qu'on pourrait imaginer, d'ailleurs. Et donc voilà, donc le jeu est très dans son temps, donc soit par des références réelles comme ça, ou qui sont approximativement réelles, comme avec l'IBM 500 par exemple, qui est une parodie de véritable ordinateur qui a vraiment existé, mais pas tout à fait. Donc voilà, ça a certainement aidé aussi beaucoup à la popularité. C'est vrai que voilà, désormais c'est considéré comme une des meilleures visual novels. On va dire que c'est presque un classique. C'est considéré comme faisant partie aussi d'une série, parce que les créateurs qui sont donc 5BP et Nitro Plus ont fait toute une série qui s'appelle les Science Adventure. Donc dedans il y a Chaos Head, Chaos Child, il y a les Robotic Notes, et tout ça, conserve ce style d'histoire, c'est-à-dire des histoires qui sont très complexes, avec beaucoup d'éléments réels, ou presque en fait, qui sont un petit peu tordus comme ça pour rentrer. Bon après voilà, c'est de la science-fiction quoi, dans une certaine mesure. Bon, je sais pas si je t'ai donné envie d'y jouer comme ça, est-ce que je te l'ai vendu?
Absolument, absolument, c'est vraiment super. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant cet univers et comme tu dis, c'est contemporain. Ça donne encore plus envie d'y jouer, hein, parce que c'est l'époque que l'on vit actuelle. À force de lire des œuvres des années 70-80, c'est un détail qui manque, quoi. Donc là, c'est vraiment cool. À la fin, et si je me trompe pas, et ça c'est peut-être pour m'aider à m'adapter un peu plus à ce qui se passe dans Steins Gate, mais est-ce que une version post-apocalypse serait pas la saga des Shin Megami Tensei? Alors, oui, ça n'a pas de lien. Je pense pas qu'ils aient de lien, ils sont pas dans le même Non, univers. non, Quoi, absolument mais... pas. Non, non, non. Ce que je voulais dire, c'est en fait mais ce oui. type de visual novel interactivité avec une interaction qui est un peu minime, surtout dans les premiers Shin Megami. Hein, c'est très petit. Hein. Alors, les premiers Shin Megami, je les ai pas faits, je dois t'avouer. Moi, j'en ai l'image d'un vrai truc tour par enfin, d'un vrai dungeon RPG tour par tour avec beaucoup de combats Oui. au contraire. Après, ouais, Donc, ouais. Ouais, après, il y a eu carrément des versions comme Fire Emblem, enfin, c'est Phantasy Star. Non, c'était quoi le premier? Merde, j'ai oublié. Bref, ça date toute l'époque de la Sega. Mais ouais, après, il y avait ce côté très JRPG qui a évolué. Mais les premiers Shin Megami, au début, on se balade dans une base, on peut même aller à les discothèques, danser. Il y a vraiment ce côté interactif où on développe les personnages autour de nous. En fait, on crée l'arc des personnages qui sont avec nous, on comprend un peu leurs quêtes, ce qu'ils veulent, et puis après, bien sûr, il y a un peu plus ce côté JRPG. Mais il y a des moments où le jeu se focalise énormément là-dessus, en fait, sur la narrative, où c'est plus d'interactivité, un petit peu comme ce qu'on voit, alors, l'alter ego comme de dans Shin Persona, Megami. tu veux dire? Comme dans Ouais, il y a Persona, tu aussi veux dire? Persona, voilà, on a ces phases où, tu sais, quand, par exemple, le plus connu, c'est Persona 5, mais il y a des moments quand on joue au jeu, c'est presque du visual novel, hein, on peut Oui, rester sur son complètement. canapé pendant une demi-heure, hein, et c'est que du dialogue, ce qui est superbe, hein, parce que l'intrigue est vraiment intéressante. Oui, oui, c'est vrai que Persona 5, on en parlait avec Cassim il y a pas longtemps, justement. Et effectivement, on disait bien que oui, il y avait des moments qui étaient donc dungeon crawling, complètement. Et puis il y avait des moments donc de respiration où on se laissait plus porter par l'aventure. Alors il y avait toujours l'interactivité parce qu'on pouvait choisir d'aller avec l'un, avec l'autre, passer son temps avec un personnage ou un autre, tisser des liens, etc. Mais effectivement, on se laissait beaucoup plus porter par l'histoire, on faisait avancer aussi la narration. Et donc il y avait comme ça un très bon équilibre entre les moments de respiration, donc un peu visual novel effectivement, et le dungeon crawling. Peut-être que c'était aussi comme ça, je sais pas, dans les premiers Shin Megami Tensei. C'est tout à fait possible. Bon, Après, vas-y. t'as aussi, moi je sais que Shin Megami, je les faisais pas mal avec, après sur la PlayStation, dans les imports de, alors là aussi c'est du visual novel, merde, Tokimeki, merde, Tokimeki Memorial. merci, Tokimeki Memoriam. Ouais. Alors ça, Donc, c'est du jeu de drague, ça c'est un peu différent. oui, Mais, ouais, mais ça, sauf que quand, pour moi, ça vient un petit peu dans le visual novel, mais oui, tu vois, absolument, c'est c'est ça. difficile. Ouais. Hein. Est-ce que c'est un visual novel ou un simulateur d'emploi du temps? Je sais pas exactement. Mais... Ouais, mais il y a ce côté-là qu'on retrouve dans Persona aussi, hein, de visual Oui, novel qui est oui, mélangé complètement. avec la gestion de l'emploi du temps, quoi. Et c'est ça Ouais, que ouais, j'ai trouvé complètement. vraiment L'emploi intéressant. du temps. Persona, Mais de mais toute façon, ouais, maîtrise bien, ouais. Persona, c'est vraiment une fusion de plein de trucs Oui, assez oui. populaires, bien qu'assez niche. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ce fameux dating sim, ce type dating sim comme ça, Ouais. Et avec il y a même effectivement une partie gestion d'emploi du temps. Tu choisis de passer ton temps pour améliorer des statistiques, ça c'est très très dating sim, et de passer du temps avec avec des filles ou des gars, avec n'importe qui, mais en tout cas pour développer des liens. Et puis effectivement, il y a des histoires aussi, parce que très souvent même... Alors dans Tokimeki, moi j'ai pas fait Tokimeki, le Tokimeki, je veux dire, original, je l'ai pas fait, mais je vois très bien ce que c'est, puisque voilà, j'ai essayé ce genre-là, les évolutions de ce genre-là, puisque en fait, quand tu prends un truc comme Love Plus par exemple, c'est un petit peu la même chose. Mhm. Tu as toujours cette structure-là qui est un petit peu digérée par Persona 5, mais qui est très bien finalement, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as aussi, ce qui me faisait penser, t'as aussi un côté, comme tu disais, c'est un peu tout. Il y a même un côté collectionneur Pokémon, hein, le fait qu'on peut classer et collectionner les ennemis. Enfin, ouais, c'est vraiment une chimère, quoi. Et ce que je voulais rebondir, en fait, là-dessus, c'est un autre style de visual novel. Alors, moi, j'étais vraiment fan. Voilà, mon voisin, bien sûr, il avait ça, le PC Engine. Il avait aussi un PC 98 importé du Japon. Et là, on avait vraiment la blinde de visual novel, quoi. On avait que ça dessus. C'était des jeux, on était à fond dedans. C'était des histoires où, je me souviens, il y en avait un où on jouait un collégien en entrée de la maison. Il y avait un démon dans la maison et on continuait à jouer, on continuait à jouer. On était captivés, même si on pigeait absolument rien. On n'était pas Ah oui, bilingue. Hein. c'est ça. Voilà. Oui, j'allais te demander, mais ils étaient pas importés ces trucs.
Non, non, absolument pas, quoi. Mais t'es tellement à fond dedans parce que le pixel art du 98 est très très impressionnant. Hein. C'est un pixel art très très développé. Si vous allez sur Pinterest ou vous tapez juste dans Google, vous allez voir. Et d'ailleurs, ça, pour certains, je pense que ça vous allez vous dire, ah, ça vient de là en fait, ce type de pixel art. Mais ouais, c'était ça, c'était ces visual novels vraiment captivants, vraiment impressionnants. Et puis bien sûr, le PC 98 importé du Japon, donc il n'y a pas de censure européenne, américaine, il n'y a que dalle. Donc il y a la violence, il y a le sexe, il y a absolument de tout dans un visual novel. Donc tu as un produit qui a ce côté très indie en fait, mais finalement ce n'est pas, quoi. C'est les grands studios qui le font. Mais tu sens que tu joues à quelque chose de complètement interactif, innovant et qui est sans limite. Et en fait, ce qui nous arrivait, nous, c'est on attendait le moment où on allait jouer. Mais on était tellement pris et captivés qu'on avançait, quoi. On perdait en fait l'envie de jouer au fur et à mesure. On voulait juste absorber le prochain screenshot. Enfin, pas un screenshot, mais le prochain écran visuel, quoi. Ouais, c'est ça, c'était là. C'est ça, de toute façon, je veux dire, que ce soit un truc olé olé ou pas, c'est ça la récompense, hein, c'est-à-dire découvrir de nouveaux trucs, de nouveaux décors, bien sûr. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que oui, donc tu vois, c'est très ancien, le visual novel évidemment, mais dernièrement, enfin, la différence, c'est que maintenant, ces trucs sont importés, quoi. Il y a énormément de visual novels qui sont importés ou qui sont disponibles au moins en téléchargement en anglais. Il y en a plein, la Switch. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui sortent ici qui sont impensables, enfin qui étaient impensables il y a 20 ans. Hein. Non, à l'époque où vous jouiez ce PC 98, absolument rien de ces trucs-là n'était destiné à l'import. C'était complètement hors de propos de mettre ça en Europe, quoi. Alors que maintenant, t'as des trucs comme World End Syndrome qui ont des éditions collector que tu trouves chez Micromania, quoi. Alors, c'est pas un truc particulièrement coquin, mais enfin, c'est un visual novel, tu vois. Et puis il y en a plein. C'est vrai que c'est assez marrant. C'est une grosse évolution, effectivement, par rapport à cette époque. Hein. Steins Gate, d'ailleurs, a mis un petit moment à arriver ici, me semble, aussi. Moi, je l'ai fait sur Vita, donc c'est vrai que je l'ai fait un petit peu tardivement. Et Steins Gate 0, d'ailleurs, donc c'est la suite, en fait, hein, parce qu'il y a une suite, qui s'appelle Steins Gate 0, et en fait, on suit une ligne temporelle. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué, puis je ne veux rien déflorer, mais effectivement, voilà, il y a les lignes temporelles font un petit peu des nœuds, en quelque sorte. Et donc, pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait une ligne temporelle qui fasse un certain truc, et donc vous jouez cette ligne temporelle dans Steins Gate 0, qui est donc un jeu qui est sorti en 2016, et qui est donc très largement disponible un peu sur tous les supports aujourd'hui. Hein. Et donc les deux jeux sont adaptés en animé d'ailleurs aussi. Alors, les animés sont bien, mais c'est pas pareil, tu vois. Parce que d'un côté, évidemment, c'est beaucoup plus accessible de regarder un animé, ça prend moins de temps aussi, évidemment, de le regarder. Mais il n'y a qu'une fin. Et puis le sel du jeu, c'est aussi de se retrouver piégé d'un futur qu'on a choisi sans le savoir, ou d'explorer des relations avec des persos qu'on a plus ou moins choisis, évidemment. Du coup, je recommande de jouer plutôt au jeu, parce qu'il y a cette espèce de narration, alors j'allais dire arborescente, on n'en est pas là, il ne faut pas exagérer, mais au moins il y a plusieurs fins, et donc plusieurs trucs à explorer. D'ailleurs, je le recommande idéalement en portable aussi, hein, si vous y jouez, c'est tellement plus pratique et agréable sur Vita ou Switch que d'avoir sur sa télé, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Bon, après, le seul reproche que je pourrais faire, moi, à ce genre de truc, à ce titre en particulier, mais c'est un mal qui est pas unique à ce titre-là, c'est que parfois, c'est impossible de prévoir ce que donnera tes choix, parce que les choix se font d'une manière complètement opaque, en fait. Donc là, dans Steins Gate, ils se font sur le téléphone. Alors des fois, tu utilises ton téléphone pour répondre, des fois pas. Selon ce que tu réponds, tu peux avoir une fin ou une autre, et tu sais pas du tout, quoi. C'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Et donc, il te faut une solution, il faut tout refaire en boucle. C'est vraiment dommage. On a une impression d'arbitraire, en fait. Tu vois, ça cache. En fait, ils essaient de cacher les ficelles, et bon, ils y arrivent, hein, ça, on les voit pas. Mais du coup, ça paraît complètement arbitraire, c'est un peu frustrant. Bon, c'est pas que Steins Gate qui est comme ça, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Après, bon, c'est pas forcément non plus rédhibitoire, je dirais, mais voilà. Il faut savoir où on met les pieds, quoi, voilà. C'est plus un roman qu'un jeu, donc voilà, il faut aimer lire, hein. Vous êtes prévenus. Mais si votre truc, Steins Gate, c'est vraiment un classique. Je sais pas si toi, tu aurais un classique à recommander, toi, que tu estimes comme étant un classique. En étant un classique, oui. Je voulais parler si on pouvait faire un épilogue sur quelque chose, mais c'est peut-être l'occasion de sauter dedans. Est-ce que je peux te parler juste d'un truc juste avant qu'on saute sur la question ? Ouais, si tu veux, bien sûr. Vas-y. Est-ce que tu connais les jeux Zero Time Dilemma ? Oui. Alors je l'ai, mais je l'ai pas encore fait. D'accord. C'est les 999 Virtuous Last Reward.
Oui, c'est ça. Ça me fait beaucoup penser un petit peu à ce que tu dis dans Steins Gate, où il y a c'est cette importance de choix qui est cruciale sur les personnages, la perte des personnages à certains moments. Et ce que je trouve intéressant dans Zero Time Dilemma, c'est finalement que le jeu se fait en 90 minutes. Donc, passer ce temps, quoi qu'il se passe, on a une fin en fait. C'est une version comme Saw en fait, donc les films d'horreur, hein, où on a des personnages coincés dans des salles à puzzles, et il faut résoudre des enquêtes, et puis finalement on apprend les péchés de chaque personnage ou qui ils sont. Oui, c'est vrai. Alors, bah, du coup, oui, donc, alors, en fait, c'est une série de jeux qui est très appréciée, effectivement, qui rappelle un peu qui rappelle un peu Danganronpa dans la forme, puisque c'est des jeunes gens qui sont piégés avec des règles un petit peu bizarres comme ça, arbitraires, effectivement. Et donc ça commence avec 999 sur DS, ça continue avec Virtue's Last Reward sur Vita, et enfin sur Vita, un petit peu partout, hein, sur DS aussi, sur 3DS aussi. Et puis après, il y a Zero Time Dilemma, effectivement, qui est la conclusion, il me semble. Et on est aussi un peu comme dans Steins Gate, dans une ambiance où on fait beaucoup de références à des trucs scientifiques qui sont vrais, ou qui sont parfois un peu exagérés, mais en tout cas, voilà, on est un petit peu toujours dans cette ambiance science-fiction aussi, ouais. Donc oui, ça matche pas mal, c'est sûr, effectivement, avec Steins Gate, on va dire. C'est beaucoup plus interactif. Enfin, moi j'avais le souvenir d'un point and click avec pas mal de puzzles, quand même. Oui, quand même. Il y a beaucoup. En fait, c'est le mélange de ça qu'on connaît pas du tout le visual novel, mais qu'on veut s'initier, mais peut-être qu'on a envie de faire aussi du point and click et du plus. Je trouvais que c'était le choix parfait, un peu ce mélange, sans avoir le côté RPG et JRPG de Persona 5, par exemple, comme on parlait plus tôt. Donc c'est encore un jeu chimère, mais peut-être voilà avec une bête en moins, quoi. Donc, mais il y a quand même un croisement. On n'est pas vraiment absolument dans le visual novel, quoi. Oui, vas-y. Non, tu disais tout à l'heure, donc un classique. Est-ce que tu veux me donner des limites? Parce que, ouais, dis-moi. Écoute, oui, je vais te donner des limites. Admettons que je veuille commencer un livre dont vous êtes le livre-jeu, voilà, mais et science-fiction. Et sans beaucoup de combat, tu vois, avec plus d'intrigue que de combat. Plus d'intrigue de combat, ok. Est-ce que c'est obligé d'être un livre-jeu ou tu peux faire un jeu vidéo, qu'importe le support? Oh, bon, écoute, non, enfin, comme tu veux. Ok. C'est super bonne question. Est-ce que tu as une reco de ce type-là pour matcher avec Steins Gate? Ah là là, ça va être dur parce que Steins Gate, ça a l'air vraiment d'être unique. Moi, je sais qu'il y a un très très vieux livre-jeu, hein, c'est comment dire, la Galaxie Tragique, qui est en fait, c'est marrant, on en a parlé récemment dans un autre podcast. Donc c'est vraiment Star Trek en jeu de rôle, quand on nomme son chef scientifique, on nomme son second, on nomme son chef technicien, bref, on part sur des aventures, on choisit d'atterrir sur des planètes, mais bien sûr tout ça c'est avec les règles d'un défi fantastique, donc il y a un côté très jeu de rôle dedans, et puis pas pour en dire du mal, hein, bien sûr, moi je trouve que c'est une superbe œuvre, mais c'est un peu limité, parce que c'est une œuvre qui date, si tu veux, donc ça manque toute cette modernité qu'on a aujourd'hui dans les jeux, mais c'est quand même, voilà, ça serait, si tu veux jouer un truc rétro, ça serait mon conseil, en fait. Donc, la Galaxie Tragique. Après, en science-fiction, écoute, si on veut parler un petit peu de... Oh, c'est un peu difficile, je t'admets que c'est une super question que tu me poses, mais il y a un jeu qui me vient en tête, mais est-ce que tu connais les ARG, donc les Augmented Reality Games? Ah, pas du tout. Donc les Augmented Reality Games, pardon, excusez-moi, est-ce que je l'écorche en français? En fait, c'est ça, on est dans une narrative, en fait, mais qui nous sort du jeu. Alors attention, ce que je veux dire par sortir du jeu, c'est qu'on sort vraiment du jeu et on va sur Internet faire des recherches, on utilise notre portable pour texter des gens. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, oui, d'accord. Voilà. Je vois plus ce que tu veux dire déjà. Mais on évolue une narrative, en fait, c'est un peu comme un point and click IRL, en gros, quoi. C'est, au lieu de cliquer sur le téléphone, c'est à nous de prendre notre téléphone. Alors il y a un groupe français qui avait créé un jeu il y a très très longtemps, que je trouve aujourd'hui qui est toujours aussi superbe, qui s'appelle In Memoriam, et le concept du jeu, en fait, c'est qu'on recevait un paquet, et à l'intérieur du paquet, il y avait un DVD qu'il fallait insérer dans son PC, et puis finalement, c'était un tueur en série qui avait toute cette idéologie d'un culte, et bien sûr, il fallait retrouver la personne qui l'avait capturé en jouant à son jeu. Et
au début du jeu, en fait, il y avait très peu de joueurs et l'équipe de développement du jeu, en fait, il y avait des emails qui étaient envoyés automatiquement par des personnages fictifs, mais qui étaient créés pour être réels, comme s'ils t'aidaient à résoudre l'enquête. Mais le designer et les créateurs du jeu, en fait, répondaient aussi. Donc, ils ajoutaient, sans que tu le saches, il y avait peut-être des gens réels et des gens irréels qui te parlaient, quoi. Donc, c'était vraiment super. Le deuxième opus a carrément sorti des SMS. Donc, le tueur en série, tu vois, à 3h du mat, te disait je te surveille, je regarde ce qui se passe. Enfin, le truc vraiment génial. Et c'est un peu comment te plonger les visual novels dans ta vie, en fait. Et maintenant, c'est devenu un phénomène de mode, hein, c'est très connu. Il y a énormément de jeux sur Internet qu'on peut trouver des ARG. Mais il y en a un, si tu veux, que je peux te conseiller, que je trouve vraiment superbe, qui est très court et qui est vraiment impressionnant, quoi. Et ça s'appelle Simulacra. Donc ça serait la version moderne. Simulacra, en fait, tout le concept, c'est toi qui trouves un portable par terre, un smartphone, et tu fouilles le smartphone, et donc il est reproduit sur ton écran d'ordinateur, et tu trouves des vidéos, tu trouves des textes, des SMS, finalement tu contactes les personnes. Donc il y a ce côté, voilà, très lecture, on évolue à travers le texte, mais il y a une interactivité quand même, parce que c'est nous qui choisissons où on évolue l'histoire, qu'est-ce qui se passe, mais c'est obligatoire en gros, on est obligé de passer par là. Et je l'ai testé cette application, parce que j'étais en train de m'amuser, je voulais voir justement quelles étaient les limites, qu'est-ce qui se passe si la personne qui m'écrit un texte, parce que je sais qu'il n'existe pas, hein, qu'est-ce qui se passe si je lui réponds pas, ou je lui dis, tu sais, va te faire voir, je veux pas de ton aide, et finalement je me rends compte que j'ai pas le choix, donc je suis quand même mis dans un entonnoir à aller dans une certaine direction narrative, ce que je trouve absolument normal. Après c'est moi qui pousse, hein, en tant que fan de ce média, j'essaie de voir jusqu'à quel point le créateur a poussé la chose. Et c'est pour ça que quand je reviens sur une Memoriam, là ils ont vraiment poussé le truc à l'absolu, que j'ai trouvé vraiment superbe. Ils ont carrément créé des faux articles sur la libération.fr. Enfin, il y avait des faux articles journaux, il y avait des boîtes mail que tu pouvais répondre, et quand tu envoyais un email, tu n'avais pas un retour comme quoi la boîte mail n'existe pas, comme quoi elle allait vraiment quelque part. Il y avait voilà, c'est cette immersion complète. Donc quand tu me parles de Steins Gate et ce personnage, tu vois, tous ces personnages fictifs, en plus on est dans un truc très, très animé, ce qui est super cool, quoi. Et après je vois le côté très version réelle, je me rends compte que finalement il y a très peu de choses qui séparent en fait cette narrative évolutive, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant, comme quoi je dirais qu'on est dans la deuxième renaissance des jeux comme ça, hein. La première étant les années 70, hein, du jeu de rôle au jeu indépendant sur papier. Maintenant, aujourd'hui, il y a un énorme boom sur Steam, on en parle, hein, le roman graphique. Alors, je compare bien sûr en Occident, quoi, ce qu'on voit, et là, je trouve qu'on est en train d'entrer dans cette troisième période, et je pense absolument que ça va être avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, je veux dire. Je pense qu'on va être vraiment dans du walking simulator ou du visual novel en réalité virtuelle, où on va vraiment être présent, et finalement on va être guidé, et nos actions seront plutôt simples, parce que le but toujours c'est d'avancer l'histoire, c'est d'évoluer le scénario. Donc je crois qu'on va bientôt, il doit déjà en avoir, sans que je me rende compte, je suis sûr que je parle sans savoir qu'il y a déjà des types de concepts qui existent comme ça, hein, parce que si on veut parler aussi du Walking Simulator, est-ce qu'on pourrait pas dire que Myst, d'une certaine façon, on était un, quoi, si on veut pas se faire chier avec les puzzles. Bah oui, le problème c'est que si tu fais pas les puzzles, tu vois pas l'histoire. Ça, c'est ça, voilà. Ça a été mon gros problème en fait, hein. C'est comme j'y arrivais pas, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas eu l'histoire. Mais effectivement, c'est ça, c'est une sorte de Myst, mais où il y aurait pas de challenge en fait, où il y aurait pas d'entrave, si tu veux, à la narration, quoi, quelque part. C'est un peu ça finalement. Si tu entraves pas la narration, tu tombes dans le walking simulator ou un truc qui est pas narratif, et sinon tu fais un jeu, quoi, tout simplement. Et je suis très étonné d'ailleurs que la saga Myst ne revienne pas à la mode justement avec le visual novel, parce que leur support est complètement fait pour, quoi, parce que les jeux sont connus pour faire très difficulté, mais ils ont leur... Tu seras content d'apprendre peut-être que Myst a un remake VR aujourd'hui. Oui, c'est vraiment superbe ça. Génial. Ouais, je savais pas du tout. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Et donc le tout premier, c'est ça qu'ils ont refait en VR ? C'est le tout premier qu'ils ont refait en VR, ouais. Ah, génial. Ouais, j'ai pas testé. Celui-là, j'ai tellement joué. Ouais, et puis surtout, moi, quand je pense à Walking Simulator, c'est leur tout dernier. Alors, j'ai oublié le nom. C'est un truc avec un O, merde. Mais c'est marrant parce que le début, c'est une petite maison blanche avec la barrière blanc, c'est la petite maison classique américaine, mais qui est dans un univers comme si elle était sur Vénus ou une autre planète. Et donc c'est fini en fait le point and click. En fait on marche, on est dans le walking simulator puzzle, mais le monde est tellement vaste qu'on peut complètement rater les puzzles. Et en fait on est dans du walking simulator, on explore ce monde, cette planète,
complètement irréel, cette végétation, et puis ils ont animé des crapauds, des monstres qui bougent par-ci par-là, il y a des bruits dans le décor, il y a vraiment toute cette immersion où finalement le texte est remplacé par la vie virtuelle qui existe dans le jeu, quoi. Ouais, c'est une sorte de narration environnementale, quoi. Tu vois les trucs, t'es immergé. Non, c'est assez cool. Donc, tu me conseilles donc Simulacra, si je résume pour donc l'ARG mode, parce qu'il fonctionne toujours. Parce qu'en fait, j'imagine que le problème des ARG, c'est qu'une fois que c'est fini, une fois qu'il n'y a plus les gens derrière, les serveurs derrière, ça, c'est plus jouable. Enfin, je veux dire, si je veux jouer à une Memoriam aujourd'hui, c'est pas possible, je suppose. Alors, Memoriam, ça je sais pas, c'est une bonne question. Simulacra, c'est pas vraiment du ARG, hein. Simulacra, c'est cool en fait. Simulacra, ça te donne l'illusion de ce qu'un ARG pourrait être sans te faire sortir du jeu, hein. Ça te donne l'immersion d'avoir vraiment un produit sur toi. Mais après, des ARG que je peux te conseiller, qui sont aujourd'hui, qui ont une énorme communauté, énorme, ça s'appelle The Black Watchmen. The Black Watchmen, en fait, c'est très orwellien, hein. Tu joues un groupe qui espionne et finalement, les serveurs sont live et les nouvelles énigmes et les indices sont offerts dans des extensions, ce qu'on dit des DLC, hein, des nouvelles saisons, où justement il y a un nouvel ennemi, il y a une nouvelle personne à traquer, il y a un nouveau criminel, un nouveau tueur en série. Donc, si tu joues à ces jeux-là, tu te rends compte que c'est comme si tu regardais une série télé, mais qui ne sera jamais rediffusée. Ok, oui, effectivement, c'est assez séduisant. Bon, bah écoute, très bien, ça nous fait de la reco, ça. Donc écoute, voilà, tu as deux recos, Simulacra et Black Watchmen. Moi, je n'ai qu'une, Steins Gate. Voilà, je suis arrivé les mains dans les poches. Je peux tricher avec Steins Gate 0, comme ça j'en ai deux. Mais effectivement, je pense que là pour nos auditeurs, on a quand même évoqué énormément de trucs. C'est que c'est un domaine foisonnant, hein, comme on l'a dit. Voilà, il n'y a jamais eu autant de moyens de raconter des histoires de manière diversifiée, en fait, hein, sur plein de supports différents, de plein de manières différentes. Et donc c'est très excitant, tout ça, c'est très sympathique. En tout cas, bon, j'espère qu'on vous aura donc donné envie, hein, d'essayer un petit peu tous ces trucs-là. Évidemment, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je te remercie énormément, Xavier, à toi, de m'avoir accompagné pour cet épisode et d'avoir été comme ça ce puits de culture incroyable sur tous les supports narratifs, hein, qu'on puisse imaginer pratiquement. Tu n'as pas de limite, c'est incroyable. Oh, tu parles, je suis sûr que j'ai au moins la moitié fausse. Il y a sûrement quelqu'un qui va me dire, mais tu rates complètement, Xav. Mais merci en tout cas, merci beaucoup possible. Pour les compliments. Ça fait vraiment plaisir. C'est très gentil de ta part. Tu sais, oui. Si je peux faire juste une dernière phrase, je trouve ça impressionnant qu'on n'ait pas parlé en fait de Her Story. Je sais pas si tu connais ce jeu sur Steam ou sur tout support. Oui, si, bien sûr. Voilà. Mais le jeu, hein, c'est pratiquement de la vidéo en fait. Hein, c'est de la vidéo tout le temps. Bah, c'est de la vidéo. Le truc, c'est qu'on peut pas parler de tout. T'imagines Oui, c'est ça. C'est une sorte de visual novel totalement vidéo quelque part. C'est vrai que c'est très très visuel en tout cas. Mais il n'y a pas de texte, alors il y a très peu de texte. Enfin, oui. Non, mais c'est vrai, c'est un jeu narratif, c'est encore, voilà, hein, on en trouve encore, c'est encore un autre type finalement de narration. Bon, en gros, aujourd'hui, quand on est auteur, on peut s'approprier un petit peu plein de moyens comme ça, et c'est ça qui est génial, c'est que la technique permet de s'approprier plein de moyens et de s'exprimer un petit peu comme on veut, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fort. Mais justement, toi, Xavier, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet pour te recommander encore plus de trucs à lire, ou pour, je sais pas, te dire que finalement, non, Direster, en fait, c'était l'histoire d'une coccinelle ou un truc comme ça? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? C'était quoi l'histoire de la coccinelle? Désolé, je connais pas du tout, c'était quoi ça? Non, c'est moi qui dis n'importe quoi, genre, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te contredire, si jamais on doit te contredire? Je me disais merde, je ne connais pas cette expression française. Alors, vous pouvez me retrouver avec mes très bons amis et puis merde, j'allais parler en anglais. Fuck. Avec mes coéquipiers, hein, sur mes co-présentateurs sur le podcast dont vous êtes le héros. Donc nous on le raccourcit comme le PDVELH. Vous pouvez nous retrouver en fait sur to-seti.org et vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des recommandations, vous voulez parler un petit peu de livre-jeu ou vous nous dites les gars putain vous faites chier, pourquoi vous parlez jamais de ce livre, s'il vous plaît parlez-nous-en, écrivez-nous, donc vous pouvez nous écrire à pdvelh@to-seti.org et on a aussi un Instagram où on colle nos images, hein, c'est simple, hein, si vous voulez en trouver vous tapez juste PDVELH et on apparaît facilement dans Google, donc ouais voilà où vous pouvez nous retrouver tout simplement quoi. Donc on sort bientôt un prochain numéro où on va parler, donc ça sort d'ici, je vais essayer de le sortir la semaine prochaine, sachant que ça serait donc fin juin, mais on va parler donc, on va vraiment discuter de l'histoire des Choose Your Own Adventure, comme j'en parlais un peu plus tôt, donc c'est
ses tout premiers livres-jeux interactifs américains qui datent du début des années 70. Donc on va essayer de couvrir le tout et on va surtout... il y en a au-delà de 400, on va en parler 10. On va en choisir 10 et c'est Fabien qui va nous en parler parce que lui, il est énormément fan de ces livres, il les connaît très très bien et on va en parler justement de cette collection qui est pour nous un petit peu inoubliable et pour ceux qui connaissent pas, vous risquez de trouver un plaisir incroyable de la narrative évolutive, quoi. Bah écoute, très bien, donc voilà, maintenant, c'est très intéressant, effectivement, je pense que j'écouterai cet épisode, parce que oui, moi, j'ai bien envie de savoir un petit peu d'où ça vient, tout ce truc-là et tout, ça me paraît très très intéressant, donc j'essaierai de retrouver sur le site, sur peut-être le seul site où l'acronyme est plus compliqué que le nom complet, puisque Désolé. PDV... Non, tu vois, j'y arrive pas. Merde. Le podcast dont vous êtes le héros. C'est parfait comme ça. Pour moi. Voilà, PDVELH. Après, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et tout support. Donc, vous tapez Oui, même bien le sûr. podcast dont vous êtes le héros. Je crois qu'on sort tout de suite. Mais sinon, c'est bien PDVELH. Voilà. Pas de problème. En tout cas, si vous avez apprécié ce podcast, si celui-ci paraît culte, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur toutes vos apps de podcast favorites. Si vous appréciez le podcast dont vous êtes le héros, n'hésitez pas à en faire de même, bien entendu. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur PodcastX, en tout cas en ce qui nous concerne. D'ici là, et que dire d'autre que bonne lecture, parce que vous en avez des heures de lecture là, hein, des centaines d'heures de lecture. Donc bonne lecture, et puis ciao et à la prochaine fois. Et salut, ciao.